Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Veuillez m'excuser. Donc, chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Les outils d'analyse du marché. Dans ce dernier cours, nous apprendrons la collecte de données, les méthodes de collecte de données et enfin les outils de collecte de données. Tout cela avec Dr. Sharafuddin Moukmen, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Momen. Dr. Momen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre dernier cours. Merci Malek. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est la dernière séance de cette formation qui a été sur les outils d'analyse des marchés. Donc aujourd'hui, j'ai préféré de faire la collecte des données. Ce n'est pas un outil d'analyse des marchés, mais la collecte des données euh, est une étape primordiale avant d'analyser le marché. Parce que avant d'analyser le marché, il faut avoir des informations, il faut avoir des données afin qu'on puisse analyser le marché. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré de faire euh, ce- cette séance-là qui est sur la collecte des données. Alors, comme vous avez déjà vu précédemment dans les séances précédentes, on a vu plusieurs outils. Parmi ces outils, par exemple, je cite le BCG, où on doit savoir, par exemple, le taux de croissance des marchés et la part du marché euh, de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Par exemple, ces deux axes-là, vous avez besoin, bien, vous aurez besoin des informations et des données sur le taux de croissance des marchés. Maintenant, d'où viennent ces informations? Ou bien, d'où viennent ces données? À partir de quels moyens? Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Quels sont généralement les moyens et les outils utilisés pour la collecte des données ou bien ce type de données afin d'analyser le marché? Le cours, on ne va pas aller trop loin. Je vais seulement aborder seulement les outils et les méthodes. On ne va pas aller plus loin, par exemple, comment collecter les données ou bien comment analyser les données. Je vais seulement centrer cette science-là sur seulement les outils et les méthodes de collecte des données. Donc, maintenant, commençons avec les méthodes, les méthodes de collecte des données. Il y a deux types de méthodes pour la collection des données. Il y a les méthodes quantitatives, il y a les méthodes qualitatives. Commençons avec les méthodes quantitatives. Les méthodes quantitatives, ce sont les données exprimées en chiffres. Bien, ce sont des données numériques. Ou ces données, on peut les analyser statistiquement. Donc, c'est ça ce que ça veut dire les données quantitatives. Par exemple, le taux de croissance du marché, c'est un chiffre. Si je vous dis, par exemple, le volume de vente d'une entreprise par semaine, par exemple, le samedi, c'était 3000, par exemple, le dimanche, c'était, par exemple, 2800, le lundi, c'était 2500. Donc, comme vous voyez ici, les chiffres, ce sont des chiffres, c'est le volume de vente. Donc, ce type de données sont appelées des données quantitatives parce qu'ils sont exprimés numériquement. Et ces données-là, généralement, on peut les analyser statistiquement. Dans notre exemple, par exemple, dans le volume des ventes d'une semaine, je peux calculer, disons, la moyenne euh, des ventes. Par exemple, je fais la somme des ventes durant la semaine, du samedi jusqu'au vendredi, et je divise ça par 7 jours. Donc, je trouve
la moyenne du vente par semaine. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire qu'on peut analyser statistiquement les données quantitatives. Il y a les données quantitatives, je peux vous donner un exemple, le volume de vente, la part de marché, par exemple l'âge du consommateur. Je peux donner par exemple la fréquence d'achat des produits de l'entreprise, par exemple le retour des produits, le nombre de produits défectueux. Tout ce type de données, ce sont des données quantitatives, par exemple, sont exprimées numériquement. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les données quantitatives. Il faut savoir que ces données, généralement, sont utilisées, on collecte ces données afin de comprendre un phénomène. C'est tellement pour la compréhension du phénomène. Par exemple, comme je viens de mentionner dans notre exemple, dans la vente, je dois comprendre combien il y a de la vente journalière ou bien par semaine, hebdomadaire. Donc, de cette manière-là, je dis qu'on utilise les méthodes quantitatives. Les méthodes qualitatives, par contre, ne sont pas exprimées numériquement, mais elles sont exprimées par exemple, on utilise des mots, on utilise des phrases, on utilise des images, on utilise des vidéos, on utilise d'autres manières pour exprimer les données collectées. Et généralement, ce type de données sont collectées pour comprendre exactement la situation ou bien pour approfondir la compréhension d'un phénomène ou bien d'un sujet. Quand je dis un phénomène, par exemple, la vente, un sujet, je comprends parce que je peux comprendre le consommateur. Donc, cela, ce sont des méthodes qualitatives. Donc, ce type de données, si je peux vous donner un exemple, je dis c'est le consommateur, quelle couleur il préfère, il vous dit, je préfère par exemple la couleur bleue, la couleur marron. Donc ça, c'est un type de données qualitative. Et par exemple, il vous dit, j'achète par exemple, ou bien je fais mes courses chaque jeudi, ou bien chaque dimanche. Ça, c'est un type de données qualitatives. Donc, c'est ça la méthode qualitative. Donc, on utilise les méthodes qualitatives pour approfondir notre compréhension sur la situation, bien sûr, le sujet étudié. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, la méthode qualitative. Donc, si on fait un comparaison pour apprendre, pour comprendre ces deux méthodes-là, ou bien ces deux approches. La méthode, ou bien l'approche quantitative, elle est structurée. Qu'est-ce que ça veut dire structuré? C'est-à-dire, il est bien défini. Si on veut comprendre, par exemple, ou bien à savoir le volume de vente, je, je dois avoir les données, par exemple, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'à vendredi. Donc ça, j'ai le volume de vente journalière. Par contre, l'approche qualitative, il est moins structurée. Si je veux, par exemple, comprendre le comportement du consommateur ou bien pourquoi le consommateur achète ce produit et n'achète pas celui-là, donc je dois poser ces questions. Elle est moins structurée. Donc je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas quelles seront les réponses de l'interrogé ou bien du client. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est moins structuré. Donc je vais avec directement le fil ou bien de la discussion avec, par exemple, le consommateur. Je fais un entretien peut-être avec lui et je pose des questions et à partir de ces réponses, je pose d'autres questions. Donc, elle est moins structurée. Elle est facile, plutôt, elle est difficile à concevoir et pour l'approche quantitative, elle est plus facile à concevoir et plus difficile, plus difficile à concevoir et plus facile à analyser. Qu'est-ce que ça veut dire plus facile à concevoir? Parce que lorsqu'on veut établir des questions, ou bien lorsqu'on veut faire de la collecte des données quantitatives, je dois savoir exactement ce que je cherche dans l'approche quantitative.
Je cherche le volume de vente, et je cherche cela, et je cherche cela. Donc, je dois concevoir qu'est-ce que je cherche exactement. Si je peux, par exemple, si je veux savoir, par exemple, faire un questionnaire, par exemple, un questionnaire, c'est parmi généralement, les approches quantitatives. Si je fais un questionnaire, par exemple, je demande au consommateur de je dis quelle question je pose au consommateur. Et quand je fais cela, c'est très difficile à concevoir parce que quel phénomène je suis en train de chercher, quel phénomène je suis en train de comprendre. Pour cela, je dois bien préciser, je dois bien comprendre ce phénomène afin que je pose des questions bien précises. C'est ça ce que ça veut dire difficile à concevoir. Mais par contre, dans l'approche qualitative, il est facile parce que je prépare 2 ou 3 questions, je prépare seulement un minimum de choses et puis je vais sur le terrain et je pose la question et à partir des réponses, je peux approfondir mes questions et je peux poser plus de questions qui viennent dans ma tête. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est facile à concevoir. Par contre, l'approche quantitative, c'est difficile. Je dois comprendre un peu le phénomène que je suis en train d'étudier. Pour l'approche quantitative, il est plus facile à analyser. Comme je viens de mentionner avant, c'est qu'on utilise des méthodes statistiques pour analyser les données quantitatives. C'est très facile. C'est très facile statistique parce que lorsque j'ai les données, c'est très facile à faire les calculs, de comprendre tout la situation d'une manière, ou bien analyser statistiquement tous ces données. Bien sûr, même si vous connaissez pas les statistiques, vous pouvez utiliser plusieurs logiciels qui sont dédiés pour cela, comme par exemple l'SPSS, la MOS, le R, etc., etc. Il y a donc plusieurs euh, logiciels pour cela. Par contre, dans l'approche qualitative, il est très difficile à analyser les données parce que les données généralement sont exprimées en mots, ce sont des phrases ou bien des textes, ou bien par des images et des vidéos. Donc cela, il nécessite vraiment une personne très compétente, une personne capable pour bien interpréter les résultats, parce que c'est difficile vraiment de interpréter les résultats qualitatifs. On doit avoir des experts qui peuvent vraiment interpréter ces données-là et analyser ces données. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut analyser les données qualitatives. Donc, ça, c'est une comparaison. Par exemple, aussi, pour l'approche quantitative, son objectif, c'est de compter des éléments pour expliquer les observations, généraliser les résultats à l'ensemble de la population cible et faire des prévisions, établir des liens de causalité. Ce sont 3 caractéristiques ou bien 3 objectifs de l'approche quantitative. Ici, euh, la personne ou bien l'entreprise qui va faire des études de marché ou bien qui va faire de la collecte des données, elle doit tout d'abord savoir les éléments, doit préparer quels sont les éléments ou bien les données à collecter sur notre phénomène. Si, par exemple, vous voulez savoir combien euh, vous vendez chaque jour, donc vous allez sur Terra et, par exemple, vous comptez les bons de commande, vous comptez, par exemple, les achats et tout ça. Donc ici, vous devez savoir exactement ce que vous allez collecter comme données. Et aussi, c'est parmi les objectifs ici, c'est de généraliser les résultats à l'ensemble de la population cible. Pourquoi? L'approche quantitative, généralement utilisée pour généraliser les résultats de l'analyse sur l'ensemble de la population. Par exemple, si je vous dis, je dois savoir est-ce que les consommateurs sont satisfaits de notre produit ou pas. Maintenant, notre population est de 1000 consommateurs. Par exemple, mes consommateurs sont en nombre de 1000. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je sais que j'ai 1000 consommateurs. Je dois faire un échantillon de consommateurs
cet échantillon doit être représentatif de la population en nombre, par exemple, de 200, 200 sur 1000. Cette 200-là doit être représentatif de la population. Et je descends ce terrain et je pose des questions à ces clients-là et je dis, est-ce que vous êtes satisfait? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Par exemple, je trouve que 150 ou bien 170 sont satisfaits. Ils ont dit oui. Alors que le reste, ils ont dit non. Donc, pour cela, je peux comprendre que 75% ou bien 80% de la population ou bien de notre consommateur sont satisfaits de nos produits. C'est ça ce que ça veut dire généraliser les résultats. Et en même temps, l'objectif ici, c'est de faire des prévisions. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des prévisions? Maintenant, si je vends, j'ai la vente, par exemple, d'une semaine ou bien d'un mois. Je peux prévoir le volume de vente du mois prochain, ou bien de la semaine prochaine, ou bien de demain, ou bien l'après-demain. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des données historiques, ou bien des données auparavant sur le volume de vente de l'entreprise. Donc, pour cela, je peux extrapoler et savoir quelles sont généralement les ventes qui seront dans le mois prochain. C'est ça ce que ça veut dire, faire des prévisions. Et aussi de faire des liens de causalité. Je ne vais pas approfondir dans cela. Les liens de causalité, c'est par exemple prendre un facteur et un autre facteur et de savoir s'il y a, c'est de savoir s'il y a un lien statistique entre ces deux facteurs. Par exemple, entre le volume de vente et la satisfaction du consommateur. C'est lorsqu'il y a la satisfaction du consommateur, il y aura le volume de vente augmente. Et lorsque la satisfaction du consommateur euh, est diminuée, le volume de vente aussi diminue aussi. Donc ça, ce que ça veut dire les liens de causalité. Par contre, maintenant, dans l'approche qualitative, qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif ici, lorsqu'on utilise l'approche qualitative, c'est de pour comprendre en détail le phénomène ou bien la situation. C'est pourquoi on utilise l'approche qualitative. Lorsque vous voulez comprendre pourquoi exactement, qu'est-ce que vous voulez, ici vous utilisez l'approche qualitative. Par exemple, dans l'approche quantitative, j'ai dit, si je veux aller sur le terrain, de savoir le consommateur s'ils sont satisfaits ou pas. Je posais seulement la question, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Oui ou non? Oui, non, oui, non. 1-0, 1-0. Donc, ce sont généralement, c'est une question quantitative. Mais quand je pose, par exemple, une question, je dis pourquoi. Pourquoi vous êtes satisfait? Pourquoi vous n'êtes pas satisfait de notre produit? Et si la question va devenir vraiment une question très profonde, je dois savoir pourquoi le consommateur ne n'achète pas le produit. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, une approche qualitative. Donc, c'est ça, généralement, l'objectif de cette approche-là. Généralement, les outils utilisés pour l'approche quantitative, ce sont les enquêtes et les observations. On va aborder ça après. Et pour les outils utilisés pour l'approche quantitative, ce sont les entretiens avec les consommateurs, les discussions en groupe, c'est-à-dire l'ensemble de consommateurs ou bien des participants pour discuter sur un sujet précis. Il y a les études de cas et les observations aussi. Donc, ce sont les outils qui sont utilisés pour les deux approches. On va parler ça plus tard. Pour l'échantillon, généralement, l'échantillon de l'approche quantitative, c'est un grand échantillon et qui doit être aussi généralement représentatif. Par contre, l'approche qualitative, parce que on doit traiter le sujet en détail, donc on ne peut pas avoir un échantillon représentatif parce qu'il y aura plus beaucoup de participants, il y a beaucoup d'objets, et donc ça sera très difficile et va voire impossible parce qu'on va consommer beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour, par exemple, interroger tout l'ensemble, par exemple, des consommateurs ou bien des objets à étudier. Donc, c'est pourquoi, dans l'approche qualitative, un échantillon ne doit pas être représentatif ou bien vous pouvez seulement sélectionner un ou deux, trois, quatre, six, sept, selon le cas, pour faire, par exemple, des entretiens.
Donc, il ne suffit pas, il faut pas avoir 200 personnes ou 300 ou bien 300 personnes pour faire des entretiens. Non, il faut seulement 10 jusqu'à 15, 3, 5, 6, selon votre cas. Donc, l'échantillon ici ne doit pas être représentatif parce que ça va consommer beaucoup d'argent et aussi de temps. C'est très épuisant. Alors, euh, l'approche quantitative traite généralement les données numériques, mais l'approche qualitative traite les mots et les images, par exemple. L'analyse, ici, pour l'analyse dans l'approche quantitative, on utilise l'analyse statistique. Et dans l'approche qualitative, on utilise l'analyse interprétative. Et comme j'ai dit déjà, c'est qu'on doit avoir des experts ou bien des personnes très compétentes qui savent très bien comment interpréter les données qualitatives. C'est pourquoi, donc là, parce que la majorité des personnes vraiment croient que euh, le traitement, bien l'analyse des données quantitatives sont faciles. Non, vous devez avoir vraiment un background très solide pour interpréter les résultats quantitatifs. Et même parmi les approches, l'approche quantitative, parmi ses limites, c'est que elle est subjective. L'interprétation des résultats, c'est très subjectif. C'est la personne qui est en train de faire l'interprétation, analyser les résultats ou bien les données quantitatives. S'il ne connaît pas très bien comment la démarche de faire de l'analyse quantitative, donc on risque d'avoir des résultats erronés. Donc ça dépend la compétence de la personne qui est en train d'analyser les données quantitatives. Alors maintenant, passons aux outils de collecte des données. On commence par le premier outil, c'est les enquêtes, qui est un outil généralement de la méthode quantitative. Les enquêtes, lorsqu'on a, par exemple, on veut savoir un phénomène ou bien un élément d'un phénomène sur un marché, donc on va directement sur le marché et on essaie de faire de la collecte de ces données. Et généralement, ces données de l'enquête, ce sont des données quantitatives. Et donc, par exemple, parmi les enquêtes, la méthode, bien l'outil le plus utilisé, c'est les questionnaires. On peut utiliser les questionnaires, c'est-à-dire de établir des questions. On doit concevoir des questions avant, et puis on va sur le marché et on pose ces questions, ou bien de faire de la collecte des données à partir, ou bien de poser les questions aux consommateurs pour faire de la collection des données. Un autre outil aussi qui est utilisé avec les enquêtes, on peut utiliser les documents publiés par généralement les organismes, soit des organismes officiels, gouvernementaux, ou bien des organismes qui sont spécifiés pour cela. Il y a même des cabinets d'experts, d'expertise, ou bien des cabinets des études de marché qui font des rapports, et on peut utiliser ces rapports-là pour faire ça, pour faire des enquêtes euh, bien sûr, sur terrain et de savoir exactement comment le savoir sur la situation euh, étudiée. Comme je dis, par exemple, les enquêtes, si on veut faire un questionnaire, on va sur le marché, on pose ces questions directement sur le marché. Quel âge as-tu, par exemple? Combien vous achetez? Par exemple, combien de fois achetez votre produit? Combien vous le consommez chez vous? Etc., etc. Tout ça, ce sont des questions qu'on peut poser au questionnaire. Ça est appelé l'enquête. Donc, l'enquête, il y a de l'enquête structurée et l'enquête semi-structurée. Donc, l'enquête structurée, c'est une enquête qui est déjà, on a déjà des questions bien établies, des questions bien précises, avec même des choix bien précis. Par exemple, si je dis au consommateur, euh, quel salaire, par exemple, c'est quoi votre salaire? Et je donne des choix. Par exemple, votre salaire entre 0 jusqu'à 500 euros et de 500 jusqu'à 1000, 2000 jusqu'à 2000, plus de 2000 euros, par exemple. J'ai déjà précisé les choix.
J'ai dit bien préciser les choix. Et même la question était bien claire. C'est quoi votre salaire? Ou bien je peux poser la question, c'est quoi votre âge? Ici, même les choix, je peux même déterminer les choix. Ou bien la plage. Mon âge, par exemple, entre 18 jusqu'à 30. Ah, deuxième choix, c'est 31 jusqu'à 50, etc., etc. Donc ici, les choix sont bien précis. Par exemple, si on veut poser la question sur notre produit, je dis combien de fois vous consommez, par exemple, notre produit? Une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Je ne consomme pas. Ce sont des questions bien précises sur, euh, sur le mode de consommation de notre produit. Ça, c'est ça ce que ça veut dire une enquête structurée. Par contre, l'enquête semi-structurée, non. Donc, semi-structurée, il y a des questions. Donc, il y a des questions bien précises, comme je viens de mentionner, aussi des questions qui sont, on appelait ça des questions ouvertes. Si c'est des questions ouvertes, par exemple, je dis, est-ce que vous êtes satisfait de notre produit? La réponse, oui, non. Ça, c'est une question fermée. Donc, et puis, je pose la deuxième question. Pourquoi vous n'êtes pas, si votre réponse est non, pourquoi vous n'êtes pas satisfait de notre produit? Ça, c'est la question. Et je laisse la réponse. Par exemple, je vous laisse une plage pour répondre. Par exemple, par une phrase ou bien par deux mots, trois mots, comme vous voulez. Donc, ça, est appelé enquête semi-structurée. C'est ça la différence entre enquête structurée et semi-structurée. Enquête structurée, on pose des questions bien claires avec des choix bien précis. Alors, les questions, ou bien l'enquête semi-structurée, on pose des questions, c'est un mélange entre des questions fermées et des questions ouvertes. Des questions fermées, ce sont des questions bien précises avec des choix bien précis. Et des questions ouvertes, ce sont des questions où on laisse l'expression, ou bien le consommateur exprime, bien sûr, son opinion, bien son point de vue. C'est ça ce que ça veut dire, l'enquête semi-structurée. Vous n'êtes pas satisfait? Pouvez-vous nous dire pourquoi? En plus de ça. Et je lui donne seulement, par exemple, une petite plage pour répondre dans une phrase ou bien dans une deux mots, trois mots maximum. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, une enquête structurée et une enquête semi-structurée. Il y a ce qu'on appelle ici l'enquête transversale ou bien l'enquête euh, longitudinale. L'enquête transversale, c'est une enquête, euh, généralement, elle est bien précise dans le temps. Par exemple, si je veux savoir la réaction du consommateur ou bien le volume de consommateur après mon campagne de publicitaire ou bien mon campagne marketing ou bien mon campagne promotionnelle. À la fin, par exemple, j'ai fait une campagne publicitaire pendant 3 jours ou 4 jours. Maintenant, je rentre sur le marché et je pose la question. C'est quoi votre réaction? Est-ce qu'il y a combien de volume de vente? Etc., etc. Tout cela est appelé enquête transversale. Donc, il est bien précis, juste après la campagne publicitaire. Ça, on appelle ça les enquêtes transversales. Les enquêtes longitudinales ou bien qui sont les enquêtes étalées dans le temps, ici, on fait l'enquête, mais dans le temps. Par exemple, durant une année, je calcule, par exemple, le volume de vente journalière, ou bien par semaine, je calcule, ou bien par mois, par trimestre, par semestre. Donc, cela, c'est appelé enquête longitudinale. Par exemple, comme je viens de dire, le volume de vente. Le volume de vente, il n'est pas collecté seulement dans une période bien précise dans le temps, mais non. Enquête longitudinale, donc je collecte les données au fil du temps. C'est ça ce que ça veut dire l'enquête longitudinale.
Par exemple, on trouve ici, par exemple, les études de panel. Il y a des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des consommateurs et ce sont des consommateurs recrutés pendant une année, 2 années, 3 années, même voire 10 années pour seulement comprendre et pour observer leur comportement à la maison. Par exemple, chaque mois, ou bien chaque jour, ils font un rapport, ou bien ils répondent aux questions. Aujourd'hui, combien j'ai consommé et j'envoie ça à l'entreprise. Demain, par exemple, hier, combien j'ai consommé, etc., etc. Donc, dans cela, il appelle les panels. Les panels, c'est ça de ce que ça veut dire un panel. Ce sont des consommateurs recrutés ou bien pour comprendre leur comportement, bien sûr, au fil du temps. Donc ça, c'est un type d'enquête longitudinale. Passons au deuxième outil des collectes de données. C'est un outil généralement utilisé dans les approches qualitatives, les entretiens. Qu'est-ce que ça veut dire, les entretiens? Les entretiens, je fais une discussion avec une personne, ou bien avec un client, avec un consommateur. Pourquoi je fais un entretien? Pour comprendre en profondeur l'expérience du consommateur. Son expérience, bien sûr, subjective, de savoir son point de vue, de savoir tous les aspects, de savoir ses perspectives, tout. C'est-à-dire je peux comprendre en détail comment le comportement du consommateur. C'est ça ce que ça veut dire les entretiens. Maintenant, les entretiens aussi, ils sont deux, trois types. Il y a des entretiens structurés, des entretiens semi-structurés et des entretiens non structurés. Avant d'aller ou bien en profondeur à ces types d'entretiens, on utilise l'entretien pour comprendre, il faut toujours savoir ça, pour comprendre en profondeur le consommateur. Et généralement, les entretiens durent entre 20 jusqu'à 60 minutes. Généralement 20, 25, 30 minutes. C'est ça. On peut pas, par exemple, pas faire un entretien de 2 heures, 3 heures. Ici, le consommateur va perdre l'intérêt d'être interrogé. Alors que en réalité, les entretiens sont entre 20, 15, 20 jusqu'à 30 minutes. En moyenne, c'est 30 minutes. Donc, comme je viens de mentionner, existe trois types d'entretiens. L'entretien structuré, semi-structuré et non structuré. Donc, les entretiens structurés, c'est-à-dire ici, si les questions sont déjà préparées. Je connais bien le sujet, je prépare des questions à l'avance et je pose directement des questions. Je peux dire, qu'est-ce que vous pensez de notre marque? Avez-vous aimé notre dernière, par exemple, campagne publicitaire? Que vous suggérez-vous, par exemple, de faire ou bien s'il y a des modifications sur l'emballage de l'entreprise? Ce sont des questions bien précises. Donc ça, on appelle ça des entretiens structurés. Alors que les entretiens semi-structurés, non. Les entretiens semi-structurés, c'est-à-dire, je pose la question et au travers de sa réponse, je pose peut-être une autre question pour approfondir le sujet. Je veux dire, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de notre marque? Il peut, par exemple, vous répondre, votre marque, je ne sens pas qu'elle est capable, par exemple, de faire ce type de produit, ou bien qu'elle n'est pas bien que la marque concurrente. Ici, je peux poser une autre question, même qu'il n'est pas bien préparé. Je dis, est-ce que vous pouvez approfondir plus? Qu'est-ce qu'il y a, ou bien qu'est-ce que vous pensez de la marque de notre concurrent par rapport à cette marque-là?
Donc ça, c'est question semi-structurée. C'est à partir de notre question et des réponses du consommateur, j'établis d'autres questions. Il y a les entretiens non structurés. Les entretiens sont structurés seulement. Je viens directement, je fais l'entretien avec le consommateur et je lui laisse la liberté pour parler. Et maintenant, seulement, je prépare pas des questions, mais j'ai du background sur le sujet et je reste et on discute librement sur le sujet et je remarque, bien sûr, et je note euh, sur le comportement du consommateur, qu'est-ce qu'il pense, les points importants et tout cela. Donc, c'est ça, généralement, les questions non structurées. Les questions non structurées, pourquoi on fait les entretiens non structurés? C'est lorsqu'on n'a pas vraiment, euh, on ne sait pas la situation ou bien le phénomène étudié. On ne sait pas le phénomène étudié, on utilise, on fait des entretiens non structurés, seulement pour explorer le phénomène, pour savoir bien, pour approfondir dans le phénomène, afin qu'on puisse bien comprendre le, 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 le- le phénomène étudié. Quand je dis les phénomènes, s'il vous plaît, donc le phénomène, n'importe quel sujet dans le marché, par exemple le comportement des consommateurs, euh, par exemple, les ventes des consommateurs, qu'est-ce qu'ils pensent de l'entreprise, euh, qu'est-ce que, par- si vous étudiez même l'entreprise elle-même, par exemple, les employés de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, comment améliorer c'est ça, tout cela, on appelle ça les phénomènes étudiés. Donc, on a recours aux entretiens non structurés lorsqu'on ne comprend pas bien le sujet. Le phénomène semi-structuré, un peu. Structuré, si on sait très bien ce qu'on cherche. On comprend le sujet et on sait très bien ce qu'on cherche. Donc, il faut bien préciser les questions. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, la différents types des entretiens. Il y a la discussion en groupe. La discussion en groupe, c'est un ensemble de participants, généralement jusqu'à de 6 jusqu'à 10, 10 participants, des consommateurs ou bien des employés, comme vous voulez, ça dépend le phénomène étudié. Ici, c'est un nombre de participants qui se réunissent et parlent d'un sujet bien précis. Le sujet, bien sûr, c'est le phénomène étudié. Par exemple, je viens ici et je demande au consommateur, par exemple, ou bien à l'ensemble du groupe, qu'est-ce que vous pensez de cette marque-là? Qu'est-ce que vous pensez de nos produits? Qu'est-ce que vous dites? Et on laisse les gens parler. Pourquoi maintenant vous pouvez utiliser, vous dites pourquoi on utilise la discussion du groupe? C'est la même chose avec les entretiens, non? Non. Généralement, la discussion du groupe, c'est pour savoir les perceptions et les opinions. Parce que les opinions sont influencées par le groupe, les perceptions aussi. Donc, c'est pourquoi on doit savoir, et dans le groupe, on peut savoir, de savoir des idées nouvelles sur, par exemple, sur le produit, bien sur la situation. On utilise aussi les discussions en groupe lorsqu'on veut trouver des solutions. Par exemple, j'ai un problème avec le packaging, c'est-à-dire avec l'emballage. Qu'est-ce que je fais? Je fais une discussion de groupe. Je viens, qu'est-ce que vous suggérez comme solution de ce packaging-là? En termes, par exemple, de toutes les qualités, par exemple, visuel, d'utilisation, de facilité, la facilité, par exemple, de manutention, etc., etc. Tout cela, on utilise la discussion de groupe. Pourquoi? Parce que ces participants peuvent nous donner des solutions. Et lorsqu'ils sont en groupe, on peut bien choisir les solutions les bien meilleures. Donc, c'est ça ce que ça veut dire la discussion en groupe. L'étude de cas, l'étude de cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend un objet, c'est-à-dire que je dis un objet, bien un participant, bien une entreprise, et on fait notre étude. Pourquoi on fait
cette étude de cas. Lorsqu'il y a plusieurs éléments qui entourent le cas et on veut comprendre tous ces éléments-là en même temps. Donc, on ne peut pas utiliser l'entretien, on ne peut pas utiliser la discussion en groupe, donc on doit faire une étude de cas. Mais par exemple, si vous voulez, par exemple, savoir, disons, la gestion des stocks d'une entreprise, on ne peut pas faire la gestion des stocks dans toutes les entreprises. Il faut tout d'abord bien étudier une entreprise et de savoir comment elle gère ses stocks. Si je cherche, par exemple, de bien préciser, par exemple, le stock minimal utilisé dans la gestion des stocks, ou bien le seuil de commande dans la gestion des stocks. Cela, c'est un élément bien précis dans la gestion des stocks. Alors, il faut, dans ce cas-là, utiliser les études de cas. Les études de cas, je prends une seule entreprise et je l'étudie. Ici, pour bien comprendre comment elle gère, quel est l'environnement de cette entreprise, quels sont les éléments qui entourent cette situation, bien l'objet de l'étude. C'est ça ce que ça veut dire, pourquoi on a recours aux études de cas. Généralement, les études de cas, c'est très difficile à généraliser ces résultats parce qu'elles concernent le cas elle-même. Mais lorsque, par exemple, on veut dupliquer ou bien répéter l'étude à une autre entreprise ou bien à un autre cas, au fur et à mesure, on peut généraliser le résultat. Mais on utilise l'étude de cas pour bien comprendre les éléments qui entourent le cas. C'est-à-dire comment elle traite avec son environnement, comment elle gère la situation, etc. L'observation. Notre méthode, c'est l'observation. Lorsqu'on ne peut pas, je ne dis pas on ne peut pas, mais dans certaines situations, on doit seulement observer le marché, observer le consommateur. Je vous donne un exemple. Parfois, les consommateurs disent ce qu'ils ne font pas. Ils vous disent que j'aime cette marque-là, alors qu'en réalité, ils n'achètent pas cette marque. Ils achètent la marque concurrente. Pourquoi? Si je lui pose la question, quelle marque vous aimez, il vous dit votre marque. Mais en réalité, il achète la marque concurrente. Donc, la bonne méthode pour savoir le comportement de consommateur, donc, c'est d'aller sur le terrain et d'observer le consommateur et l'achat. Qu'est-ce qu'il achète le consommateur? Ses comportements réels. Et en même temps, donc, c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce que ça veut dire l'observation. En même temps, c'est de savoir l'interaction de cet objet-là, c'est le consommateur, avec l'environnement. Si je dis par exemple, quand est-ce qu'il achète, par exemple, l'eau? Je sais, c'est parce qu'il fait chaud. Mais quand est-ce qu'il achète ça? Quand est-ce qu'il fait ses courses? Quand est-ce qu'il consomme ce produit-là? Quand est-ce que... Donc, il y a donc différentes choses. On doit l'observer. C'est mieux de seulement de poser des questions. Donc, aussi l'observation, il y a trois. Il y a des observations structurées, il y a des observations semi-structurées et non structurées. C'est la même chose, généralement, avec les entretiens. Il existe une observation structurée, c'est-à-dire on cherche exactement le comportement et on étudie le comportement. Par exemple, si je vends les bouteilles d'eau, par exemple, et je cherche seulement comment il ouvre le bouteille d'eau, ou bien comment il boit du bouteille d'eau. Donc, j'ai deux phénomènes, l'ouverture de l'emballage et la consommation. Donc, je concentre
mes observations sur deux phénomènes seulement. L'ouverture de la Une observation semi-structurée. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec, par exemple, l'ouverture de l'emballage et la consommation, mais on peut introduire d'autres éléments à cette question. Quand est-ce qu'il consomme, par exemple, le produit? Pourquoi il consomme le produit? Ça, c'est des questions qui sont des questions connexes à la question principale. Et on peut aussi dire, par exemple, l'ouverture de l'emballage. Comment il ouvre l'emballage? Est-ce qu'il y a des difficultés de l'ouverture de l'emballage? Est-ce qu'il aime l'utilisation de cet emballage-là? Donc, c'est ça ce que ça veut dire des observations semi-structurées. Il y a des observations non structurées. Ici, seulement, on voit le consommateur, il achète sa bouteille d'eau, il utilise sa bouteille, il consomme la bouteille, il jette la bouteille d'eau. Tout ce comportement-là, on essaie d'enregistrer et d'observer ce comportement-là et d'enregistrer, bien sûr, les données et de collecter ces données-là. On appelle ça les données ou bien les observations non structurées. Donc, quand est-ce qu'on utilise ces observations? Les observations structurées, lorsqu'on comprend bien le sujet, on cherche des phénomènes bien précis, donc on fait l'observation structurée. Donc je cherche seulement ce comportement-là. Donc je suis en train d'observer ce comportement. Semi-structuré, je reste sur ce comportement-là, mais j'étudie même les éléments qui entourent ce comportement. Les observations non structurées, lorsque seulement je reste et je fais mes observations sur le comportement du consommateur d'une manière générale, parce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant exactement le comportement du consommateur envers le produit. Donc maintenant, je reste maintenant et je suis en train d'observer ce comportement. Et je ne précise pas ce que je cherche exactement. C'est ça ce que ça veut dire, les observations, bien l'outil de collecte des données. Alors, si je fais un petit récap, donc la collecte des données, il y a des approches quantitatives et qualitatives. Les approches quantitatives sont exprimées en chiffres ou bien sont numériques, et l'approche qualitative, ce ne sont pas numériques, c'est-à-dire on peut utiliser par couleur, on peut par image, par texte, par phrase, etc., etc. Et donc, il y a dans les outils de collecte des données, les outils classiques, il y a les enquêtes, comme par exemple les questionnaires. Il y a les entretiens, c'est-à-dire face à face entre une personne à une personne et ils sont ensemble et essayer de discuter sur un sujet ou bien pour savoir les perceptions de cette personne-là. Généralement, elle est utilisée pour comprendre en profondeur le consommateur, c'est surtout ses perceptions. Il y a la discussion en groupe. La discussion en groupe, c'est-à-dire lorsqu'on veut trouver des solutions, parce qu'on veut savoir l'opinion générale, on utilise la discussion de groupe. C'est un ensemble de participants qui se réunissent et parlent sur un sujet bien déterminé. Les études de cas, seulement on prend un cas et on étudie cet cas et surtout ces éléments qui entourent ce cas-là, généralement utilisé pour les entreprises. On étudie une entreprise et on reste dans cette entreprise-là pour savoir tous les éléments qui entourent ce cas-là. Il y a les observations lorsqu'on ne peut pas avoir des données directes, donc on essaye seulement d'observer le sujet et de collecter les données à partir de cette observation-là. Donc, c'est ça normalement, c'est la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien euh, compris les outils généralement de collecte. J'ai pas bien fait en profondeur
la collecte des données, j'ai seulement donné les outils principaux et les méthodes utilisées pour la collecte des données. Donc, je vous remercie et je vous cède la parole à vous, Malek, si vous êtes là. Normalement, si vous avez des Merci, questions aussi, vous pouvez poser vos questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Pas de questions? Tout est clair? Bon, profitez, hein, c'est le dernier cours. Hein, tout le monde? Hmm. Aina, Moukchi, Bakr, Ahmed, Iman Hassani, Mina, Nawal, Zainuddin, Ambad, tout est clair? Donc, je pense que tout est clair, docteur. À la fin de cette formation, voulez-vous ajouter quelque chose? Euh, euh, ok, donc seulement, j'ai oublié de dire une chose sur les enquêtes. On peut trouver des enquêtes, quand je dis une enquête, utiliser des questionnaires. Vous pouvez dire comment utiliser ce questionnaire-là. Le questionnaire, je peux l'utiliser en ligne. C'est-à-dire, je peux distribuer le questionnaire en ligne et j'attends les réponses du consommateur. Et je peux aussi utiliser des questionnaires par ligne téléphonique. C'est-à-dire, j'appelle le consommateur, je lui pose des questions et il fait. Ou bien aussi, même des questionnaires face à face. C'est-à-dire, je suis sur le terrain et je pose des questions au consommateur et je note sur mon questionnaire. Donc, il y a plusieurs méthodes de collecte, plusieurs types de questionnaires dans les enquêtes. Je crois qu'il y a une question par Moshi. Comment collecter une base de données? Non, une base de données, c'est une base de données. Donc, on ne peut pas dire comment collecter une base de données. On ne collecte pas les bases de données. On met les réponses et on met les données dans une plateforme. On a appelé cette plateforme une base de données. C'est ça ce que ça veut dire, une base de données. Donc, on fait la collecte des données ou on enregistre ces données-là, on fait l'enregistrement de ces données, par exemple dans des documents Excel ou bien documents Word, etc., etc. Et en même temps, on met ça dans la base de données afin de l'exploiter après. C'est ça ce que ça veut dire, une base de données. Il y a une question, pourriez-vous partager le PowerPoint de la formation? Je crois que Malak va partager ça après si vous voulez. Monsieur Vanni. Merci. Donc, j'espère que vous avez bien compris ma réponse. Est-ce que c'était clair? Donc, pour toutes les questions concernant le PPT, vous les recevrez via vos emails. Ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, c'est la fin de la formation. Vous recevrez tous les PPT et tous les enregistrements de chaque cours de cette formation via votre email. Donc, faites en sorte de vous inscrire au formulaire du certificat de participation pour être capable de recevoir non seulement le certificat de participation, mais également les enregistrements des cours de cette formation. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit Je lever crois la qu'il y a main, une question de Zainuddin. soit Comment baisser le choisir le son. bon outil en fonction des marchés que l'on analyse? Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, donc, qu'est-ce que je fais? Seulement pour vous, ces outils-là, si je précise. Tout d'abord avec les enquêtes. L'objectif ici, donc, lorsque vous voulez, par exemple, savoir le volume de vente, tout d'abord, c'est l'enquête. Le volume de vente, c'est d'aller le vendre, l'enquête. La satisfaction du consommateur, c'est l'enquête. La perception du consommateur, ce n'est pas l'enquête.
Si on veut, par exemple, savoir la perception, si je fais les entretiens, parce que je veux aller en profondeur pour comprendre le comportement du consommateur, donc j'utilise l'entretien. Donc, ça dépend de votre objectif. Ça dépend de l'objectif de votre étude. Ce n'est pas l'objectif du marché lui-même, mais l'objectif de votre étude. Vous, si vous voulez comprendre exactement la perception du consommateur, donc il faut savoir, aller aux entretiens. Si vous allez, par exemple, si vous avez un problème avec le packaging, le consommateur n'aime pas votre packaging, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en discussion en groupe. Essayez de vous comprendre pourquoi le packaging n'aime pas, le consommateur n'aime pas notre packaging. Est-ce qu'il a des difficultés? Est-ce que la couleur n'est pas bien? Et en même temps, d'essayer d'avoir des solutions. C'est le consommateur qui vous dit des solutions. Donc ici, on utilise la discussion du groupe. En étude de cas, par exemple, c'est si vous êtes dans une entreprise et vous voulez savoir un type de gestion ou bien de comprendre la réaction des entreprises, par exemple, envers d'autres entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas savoir, collecter tous les données. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend seulement une seule entreprise et de savoir le comportement de cette entreprise vers, envers, bien sûr, ses concurrents. Et euh, généralement, lorsqu'on sent qu'il n'y a pas, je dis, que le consommateur ne dit pas, je pas dit pas la vérité, mais n'exprime bien leur opinion, bien leur perception, qu'est-ce que je fais? Je dois faire l'observation. J'observe qu'est-ce qu'ils sont. Ou bien même parfois, lorsqu'il est difficile de collecter les données des entretiens ou bien des discussions des groupes, qu'est-ce que je fais? Je peux faire seulement des observations. Je peux recruter des gens qui sont, qui vont par exemple au marché, qui vont aux supérettes et qui restent là-bas et ils font l'observation des comportements des consommateurs. Maintenant, on utilise même les caméras, on utilise plusieurs choses pour comprendre leur comportement et de savoir qu'est-ce qu'ils font. Même l'observation, parfois, elle est intégrée dans même, par exemple, la discussion du groupe. Lorsque je fais la discussion de groupe, je seulement, j'observe pas, bien sûr, je note pas ce qu'ils disent. J'essaie aussi d'observer leur comportement lorsqu'ils parlent. Ça aussi, ce sont des données très précieuses pour bien exploiter, pour bien savoir leur réaction, leur comportement. Donc, ça dépend le cas. Donc, ça dépend l'objectif étudié dans le marché, quel outil à utiliser. Mais si vous voulez, par exemple, si vous connaissez très bien votre sujet, votre marché, et vous savez très bien ce que vous cherchez, donc ici, vous pouvez utiliser les enquêtes. Donc, vous avez c'est-à-dire vous avez bien déterminé le sujet, bien déterminé les éléments, les variables. Donc, tout cela, vous pouvez utiliser les enquêtes. Il suffit seulement de collecter les données. Et donc, ça, c'est les enquêtes. Par contre, si vous ne connaissez pas bien en profondeur, vous voulez étudier le sujet en profondeur. Par exemple, notre image de marque, je dois améliorer l'image de marque. Il ne suffit pas seulement de faire des enquêtes, il faut faire généralement des discussions en groupe et des entretiens. Tout d'abord, je fais des entretiens pour savoir la perception du consommateur sur la marque de l'entreprise, comment ils voient l'entreprise. Et en même temps, je fais des discussions de groupe pour améliorer cette marque-là, trouver des solutions pour faire cette marque-là. L'étude de cas, lorsque seulement je dois comprendre le comportement généralement en profondeur et les événements généralement et les situations, les éléments qui entourent ce cas-là afin de savoir généralement les interactions, les dynamiques qui existent entre le cas et son environnement. Et l'observation, lorsqu'on n'a pas je dis pas les moyens, lorsqu'on ne peut pas faire de la collecte des données par les autres moyens, on utilise l'observation, ou bien lorsqu'on voit que la validité des données sont pas bien, surtout pour les entretiens et les enquêtes, le consommateur ne sait pas bien exprimer sa perception, donc on fait l'observation, cette méthode-là qui est généralement dédiée pour cela. J'espère que vous avez bien compris euh,
qui a posé la question, je ne sais pas. C'est Zenoudine. Est-ce que vous avez bien compris, Zenoudine? Très bien, on a compris. D'autres questions? Merci infiniment à vous. C'était super, docteur. Donc, pour ceux Ah, qui ont des il y, questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Eh bien, Zainoudine est très active aujourd'hui. Comment il y les a d'autres technologies questions? émergentes, IA, oui, oui, il y a une autre question de Oui. Zainoudine. Il est très actif aujourd'hui. Comment les technologies émergentes, IA, Big Data, influencent-elles les outils d'analyse de marché? Très bien. Donc, ces outils-là que j'ai cités, ce sont généralement des outils classiques. Je n'ai pas utilisé d'autres outils. Je n'ai pas mentionné d'autres outils. Il y a parmi les autres outils, on utilise par exemple l'expérimentation. L'expérimentation, c'est une méthode. Généralement, elle n'était pas utilisée dans les sciences sociales. Elle est utilisée dans les sciences généralement de la vie, les sciences technologiques, mais ce n'est pas utilisé. Mais dernièrement, elle est utilisée surtout pour... euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les techniques expérimentales? On prend le sujet, par exemple, dans le cas, le consommateur, et on essaie de créer un environnement artificiel pour le consommateur et on observe ces comportements. Ça, c'est parmi les outils généralement émergents. Mais ici, vous avez cité les technologies. Les technologies comme l'intelligence artificielle et le big data. Je vous dis, jusqu'à présent, on utilise largement ces outils-là, mais ils ne sont pas bien développés. Ils ne sont pas bien développés. Pourquoi? Parce que le AI, ou bien l'intelligence artificielle, on doit lui introduire déjà des données du marché afin qu'il puisse bien récapituler la situation. Donc, c'est pourquoi ici, c'est les outils de collecte. Le AI, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'analyse. Il est utilisé pour bien analyser. Mais pour la collecte, c'est très difficile. La collecte des données sur le marché, je parle. Ils peuvent vous faire la collecte des données secondaires. Par exemple, ils cherchent sur Internet. Ils vous donnent des données précieuses sur Internet et tout cela. Mais pour aller sur le marché et étudier un cas bien spécifique, c'est très difficile. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas bien utilisée. Par exemple, si vous voulez, votre produit a un problème avec les consommateurs. Vous ne pouvez pas utiliser l'intelligence artificielle pour savoir pourquoi il existe ce problème-là. Donc, vous devez aller sur le terrain et, bien sûr, faire euh, le- 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 votre, par exemple, entretien ou bien votre enquête. On peut introduire des éléments, par exemple, il vous aide le AI pour bien euh, faire la formulation des questions. Vous utilisez le AI pour bien, par exemple, détecter le comportement par les caméras et aussi comme tout cela, tout cela, on peut utiliser. On peut utiliser l'intelligence artificielle. Pour le big data, non. Le big data, c'est utilisé dans la collecte des données secondaires. Tout ce que je viens de mentionner aujourd'hui sont appelés les données primaires. C'est-à-dire, lorsqu'on a un problème, on cherche à faire de la collection de ces données. Mais le big data, ce sont des données qui sont déjà existent, qui existent déjà, ils sont déjà enregistrés dans des serveurs et enregistrés, ça existe. Mais ça, on appelle ça la collecte des données secondaires. C'est avant d'aller sur le marché et de comprendre la situation, on utilise le big data, on utilise le AI. C'est plus facile, c'est très utilisé. Mais pour notre situation, pour aujourd'hui, dans ce cours-là, pour les données primaires, le big data, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas utiliser parce que déjà, les big data, ce sont des données qui existent déjà. Ici, c'est pour faire de la collecte des données. Il faut bien savoir la différence. Le big data, ce sont les data, c'est les données déjà enregistrées. D'accord? Donc, pour nous, dans ce cours-là, ou bien dans cette formation, cette science, nous sommes en train de collecter les données. Comment faire de la collecte des données? Le AI, bien sûr, l'intelligence artificielle, il vous aide à bien analyser. Il vous aide peut-être à formuler des questions. Il vous aide, par exemple, à faire des observations par les caméras, etc., etc. Maintenant, par exemple, dans le neuro,
comme le neuromarketing, etc., on peut utiliser l'intelligence artificielle pour savoir, bien savoir les réactions du consommateur, les réactions neuronales du consommateur. Mais pour la collecte des données, il y a, oui, on peut intégrer, mais jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, pour le big data, on ne peut pas faire dans cette situation. C'est utile pour les données secondaires. C'est pas pour les données primaires. Aujourd'hui, on a fait seulement les données primaires. Et pour le AI, est utilisé généralement pour l'analyse. J'espère que vous avez bien compris. D'autres questions? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Pas de questions? Tout est clair? Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin de cette formation, docteur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris toute cette formation et vous avez tiré l'essentiel de cette formation sur les outils d'analyse du marché. Je vous remercie aussi pour votre attention. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts tout au long de cette formation. Merci aux participants pour avoir participé à cette formation. Attention, attention, attention. Il y a un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous vous verrons dans nos prochaines activités ou encore demain avec nos 2 derniers cours. Les meilleures pratiques pour une communication efficace qui était censé être le lundi mais déplacé jusqu'à demain. D'accord? Et également le dernier cours du marketing digital. À tous les nouveaux, n'oubliez pas le symposium du programme de licence les symposiums du programme de licence en management et en technologie de l'information pour découvrir ce que notre université offre des programmes d'études. Et pour ceux qui sont curieux et veulent s'inscrire et faire faire partie de notre université, ne loupez pas cette occasion et inscrivez-vous via le site web. Vous découvrirez tout ce que vous aurez besoin, tout ce que vous avez besoin, comment s'inscrire et vous inscrivrez, Inch'Allah, dans nos programmes d'études. Merci à vous tous. Merci pour vos attentions. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.